Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mariam Katab, je dirige Mosaïque RH, qui est une structure qui travaille sur les sujets d'inclusion et de diversité. Et je suis ravie d'être là pour animer cette table ronde qui va tourner autour du management de la tech par les femmes. Alors, pourquoi cette table ronde Eh bien, tout simplement, on peut faire ensemble un constat qu'aujourd'hui en France, les femmes, elles représentent environ un quart des emplois dans le numérique, mais seulement 18 à 22% dans les postes de management. Donc, comme dans les autres métiers, plus on monte et moins il y a de femmes dans les pyramides. Et on tombe même apparemment à 17% dans les comités de direction. Donc ça veut dire qu'on a quand même un plafond de verre qui existe dans beaucoup d'entreprises. Et ce, dans des entreprises même les plus avancées de la French Tech. On est ici à Station F, où on a environ 18% de femmes dans le management. Donc il y a un sujet, mesdames et messieurs. Et pourtant, on a besoin de femmes. On a besoin de leur expertise parce que finalement, elles existent. Je pense que certaines d'entre vous, vous êtes vous projetez dans ce secteur, soit vous avez étudié dans ce secteur. Parce que le secteur a beaucoup d'enjeux. Donc l'essor de l'IA, on va parler de cybersécurité, l'écologie, la souveraineté numérique, on en parle beaucoup. Donc on a beaucoup de sujets à traiter. Et aujourd'hui, on a avec nous justement des femmes qui évoluent dans ce contexte qui est très challengeant, dans ce contexte qui est aussi très exigeant. Et je vous demande d'applaudir les 4 expertes qui sont avec moi aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, je vous présente Cécile Ritt, qui est Head of Engineering chez Pigment. C'est comme ça qu'on se prononce ? Très bien. Laetitia Lebrechtec, directrice du Centre de diffusion et d'échange de France Télévisions. Bienvenue Laetitia. Sarah Noguera, Staff Machine Learning Engineer Lead chez Criteo. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait chez Criteo. Et Pascale Champagne, qui est directrice des SI Assurance de personnes et de la relation partenaire chez CNP Assurance. Est-ce que c'est bon ? Parfait. Alors, mesdames, j'ai d'abord une première question à vous poser, chacune d'entre vous. C'est déjà quel a été votre parcours ? Parce que je pense que plusieurs chemins mènent à la tech. Et donc, quel est votre parcours ? Et si vous pouviez nous expliquer, vous, les enjeux que vous percevez en tant qu'experte dans le domaine justement dans lequel vous évoluez, et notamment dans le management d'équipe de tech. Donc, je vais commencer par Cécile. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour donner un peu le contexte d'abord, moi je suis Head of Engineering chez Pigment. C'est une entreprise qui fait un logiciel de planification financière. L'entreprise a 7 ans, moi ça fait 5 ans que j'y suis. Et en fait, je gère le département engineering que j'ai fait grandir d'à peu près 15 personnes à plus d'une centaine maintenant, et on continue de grandir. Et en fait, la première chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de casser une idée reçue. C'est que en fait, moi, j'estime être plus littéraire que scientifique. Alors, j'avais des bonnes notes en maths, mais ce qui m'a attirée vers la tech, c'est que j'adore les livres, j'adore les histoires, j'ai toujours eu plein d'imagination. Et en fait, je suis tombée dans les jeux vidéo quand j'étais adolescente. Ça m'a fascinée, c'était une révélation. Et du coup, j'ai choisi un parcours en fait qui me permet de me rapprocher le plus possible de ça. J'ai d'ailleurs travaillé dans une boîte de jeux vidéo pendant un certain temps. Après, pour le coup, mon parcours est relativement classique, dans le sens où j'ai fait une classe prépa et puis une école d'ingénieur. Cela dit, je voudrais quand même mentionner que je viens d'une famille de classe moyenne en province, et aller faire une prépa à Paris, c'était littéralement et figurativement le bout du monde. Par rapport aux enjeux du leadership, en fait, pour moi, le leadership, c'est vraiment d'embarquer les personnes autour d'une vision. Il faut
si je vais voir par exemple un développeur ou une développeuse et que je lui parle de, je sais pas, par exemple, doubler le nombre de clients l'année prochaine, ça va pas leur parler forcément, ils vont pas bien comprendre pourquoi, enfin, de quelle manière ça peut changer leur quotidien et le travail qu'ils peuvent faire. Et mon travail, c'est de faire ça, en fait, c'est de combiner des compétences métiers, des compétences techniques, de management, d'organisation, de communication. Et puis pour boucler la boucle, j'ai aussi un peu envie de dire que c'est aussi de savoir raconter des histoires. Voilà. Merci Cécile. Sarah, même question. Ton Oui. parcours et puis et aussi par rapport aux enjeux que tu vois toi dans ce secteur et qui sont peut-être différents des autres secteurs. C'est un métier, c'est un secteur où on a besoin de compétences particulières, où on parle beaucoup d'innovation, il y a des enjeux de sécurité très très exigeants. Donc, pour toi, quels sont les enjeux que tu vois à l'idée de ce type d'équipe? Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour commencer mon parcours, alors moi aussi, c'était pas forcément le parcours évident pour moi. J'étais assez perdue après mon bac, à part que j'aimais énormément les mathématiques et j'étais fascinée par les ordinateurs. Et je me suis lancée dans une classe préparatoire sans trop savoir où ça allait me mener et sans savoir ce qu'était le métier d'ingénieur au départ, parce que j'en connaissais pas autour de moi. Par la suite, j'ai fini dans une école spécialisée en informatique et en mathématiques, où j'ai découvert un sujet niche à l'époque, le machine learning. Donc c'était il y a une vingtaine d'années, ce qui m'a conduit par la suite à faire une thèse sur le sujet, le marché de l'emploi étant assez difficile à l'époque. Voilà. Et par la suite, j'ai arrêté le parcours académique à ce moment-là et j'ai continué ma carrière à Criteo. Donc Criteo, c'est une entreprise qui fait de la publicité en ligne. La mission de mon équipe, donc j'ai rejoint Criteo il y a 8 ans en tant qu'ingénieur machine learning, pris un poste de management 2 ans après. Et mon travail consiste, la mission de mon équipe, c'est de développer des solutions de machine learning pour la performance business. Alors, dans le monde de la publicité, la performance business, eh bien, c'est proposer des publicités qui plaisent aux utilisateurs, grosso modo. Mon travail, ma mission en tant que manager, elle a 2 aspects. Donc, c'est premièrement un aspect technique de management de projet, et dans un second temps, un aspect humain, où je dois m'occuper de recruter les bons profils, et les bons profils étant souvent les profils variés, et de s'assurer du bon fonctionnement de l'équipe. Les enjeux pour les enjeux, je dirais embarquer l'équipe dans une même vision, faire en sorte que tout le monde se sente à sa place et se sente motivé aussi pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au départ, dans un monde qui change et qui se transforme, surtout en machine learning. Donc de gros enjeux de rester toujours, on va dire, dans l'air du temps, de suivre l'innovation. Qu'est-ce que ça demande, ça, en termes de qualité, de compétences pour l'équipe? Alors, ça demande de se tenir à la page, de se tenir informé en permanence. Curiosité. Curiosité, oui. C'est très important parce que les solutions IA se développent de plus en plus, ça va très vite. Et une solution performante, c'est une solution qui va être à la page, parce que très vite, on peut se faire dépasser par la compétition. Donc, être geek ne suffit pas, il faut avoir d'autres. Alors, il y a plein d'autres qualités au-delà d'être geek qui font qu'on va être un bon contributeur ou une bonne manager, d'ailleurs. Et ce n'est pas que des choses qui s'apprennent à l'école. Ça va être la capacité à parler aux gens, à mener le projet à bien, à s'organiser, à planifier, à anticiper les problèmes qui peuvent arriver sur un projet. Donc, il n'y a pas que du technique dans mon métier, et pareil pour les contributeurs individuels, je dirais. Ça, c'est important. Il faut autant de soft skills, finalement, que de hard skills pour rester dans le jargon de la tech. Merci beaucoup, Sarah. Pascal? Oui, bonjour. Donc, moi, mon parcours il est très simple. Je suis tombée toute petite dans l'informatique. Je ne sais pas pourquoi. Tout de suite après le bac, je voulais faire de l'informatique. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez dit ça, en plus de ça, je crois que je suis dans les plus vieilles. Donc, à l'époque, faire de technique,
parce que je suis quand même très vieille. Donc, c'était pas évident. Donc, Expérimenter. voilà, il fallait expérimenter. Et donc, forcément, jeune femme qui marche bien à l'école, bonne note, d'office, c'était prépa HEC. J'ai dit non, moi je veux être prépa ingénieur. Donc, j'ai fait prépa ingénieur. Et j'ai eu la chance, finalement, de me retrouver dans une école qui m'a beaucoup inspirée. Pourquoi ? Parce que j'ai fait de la technique et j'ai fait aussi ce qu'on appelle l'informatique de gestion. Et donc là, le panel était vraiment très complet. Bon, après, sortie de l'école ESN, donc on a vu beaucoup de choses. Et puis, je me suis dit, on va rentrer dans de gros groupes pour avoir quelque chose qui me satisfaisait, quelque chose qui me faisait grandir, parce que je suis toute petite. Voilà, donc, et ça, c'est ce qui m'a permis, en fait, finalement, d'avancer et de me retrouver aujourd'hui donc à CNP Assurance, groupe d'assurance, assureur complet, donc aussi bien en France qu'à l'étranger, qui s'ouvre de plus en plus dans un monde concurrentiel. Et donc là, vous vous dites, waouh, ok, tu dois manager des gens, puisque moi, je fais des projets informatiques pour vendre des produits d'assurance, mais aussi pour outiller tous les distributeurs qui vendent nos produits, parce qu'on a un modèle de distribution un peu particulier, on ne fait pas du direct. Et donc là, on se dit, il faut être à la page. Donc c'est un peu ce que tu disais, il faut être à la page. À la page quoi ? De la technique, du réglementaire de l'assurance, parce que ça bouge beaucoup, hein, et puis on est beaucoup contrôlé, mais aussi à la page de ce qui se passe sur à la concurrence, puisqu'on est, voilà, c'est le business, c'est comme ça, il y a beaucoup de concurrence. Et donc là, vous vous dites, mais c'est quoi mon rôle ? Mon rôle aujourd'hui, en fait, c'est d'organiser tout ça, de lancer des projets. Ce qu'il faut être à la page, il faut être toujours différenciant. Il faut savoir montrer le truc innovant pour capter les distributeurs, pour capter les clients. En plus de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net aujourd'hui. Un produit d'assurance, vous pouvez l'acheter sur le net. Donc, il faut être différenciant, parce que le net, autrement, tout le monde se ressemble. Et donc là, vous devez, en fait, et comme l'a dit mes collègues, vous devez donner un sens à ce que font vos équipes. La technique, c'est bien. Le sens, c'est vachement bien. Parce que là, vous allez pouvoir embarquer l'ensemble de vos équipes. Nos projets, ils sont gros. Hein, c'est entre 50 et 100 personnes qui travaillent sur nos projets. Ils sont gros. Et donc, et avec beaucoup de contributeurs externes, donc chez les distributeurs. Et donc là, pour donner un sens, vous devez répéter. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais c'est mon rôle, parce que derrière, il faut qu'on embarque tout le monde. Et ça, c'est hyper important. Donc, veille, toujours innover, avoir le sens, savoir sortir du cadre. Ça, c'est hyper important. C'est ce que je dis à mes équipes, c'est ce que j'essaye de me faire aussi. Donc, et puis, et avoir une place aussi, parce que malheureusement, même si CNP Assurance est un des COMEX où il y a le plus de femmes, si je me souviens bien, dans mon CODIR, vu que je suis côté IT, je suis la seule femme. Voilà. Merci Pascal. À mon tour. Oui. Bonjour à tous. Donc, et puis merci pour déjà le déroulé, parce que ça me lance en fait. Moi, j'ai un parcours académique justement complètement différent de vous, mesdames. Donc moi, j'ai une licence de cinéma audiovisuel et je me suis même cherché un petit moment dans le droit. Donc vous voyez, parcours académique, ni prépa HEC, ni sciences, ni polytechnique, etc. Pour autant, aujourd'hui, en fait, je suis directrice des régies finales de France Télévisions. Alors, on va me dire, c'est quoi les régies finales de France Télévisions ? En fait, c'est nous qui vous envoyons tous les programmes sur l'ensemble de vos devices, télévision, box, FAI, etc., etc. Et je suis arrivée dans la tech de manière progressive, mais surtout, c'est ce que j'ai entendu, parce que j'aime bien raconter des histoires, moi aussi. Et j'aime bien monter des histoires. Et en fait, j'ai très vite vu que grâce à la tech, grâce à l'innovation, grâce à des nouveaux projets, et à mon entreprise, voilà, que je représente aujourd'hui, on avait un terrain de jeu qui était immense. Et j'ai commencé vraiment à basculer dans la partie tech quand je suis arrivée en 2016 sur Paris. J'avais travaillé à France Télévisions en région plutôt avant, et plutôt sur la partie programmation, donc vraiment éditer des grilles de programmes, gérer ce qu'on appelle chez nous des PAD, faire un peu de production de terrain, produire des émissions au quotidien. Et comme je suis très curieuse, que j'aime la veille, que j'aime comprendre, et même avec une licence de cinéma audiovisuel qui est bien opposée sur des métiers plus techniques ou scientifiques, je me suis dit, mais il y a vraiment, voilà, les projets m'intéressent. Et très vite, je me suis sentie et je me suis vue ayant une vraie appétence pour emmener les équipes, en fait.
Mais même sans avoir de galons sur les épaules, comme on dit chez nous, hein, je n'avais pas besoin de ça. C'est que très vite, emmener les équipes, aller montrer un petit peu voilà, ce que vient d'expliquer Pascal, c'est-à-dire s'il y a une compréhension du projet, du besoin utilisateur aussi, très important. Qu'avec ça, vous mettez une grande... voilà, tout ce qu'on sait faire en technique aujourd'hui, et Dieu sait qu'en 2026, il y a aussi un terrain de jeu formidable. Nous, à France Télé, je vous expliquerai un peu les projets innovants qui arrivent. Du coup, je me suis lancée là-dedans. 2016, pour faire très rapide, on lance la chaîne France Info. Et donc, je suis partie prenante et j'ai ce rôle un peu très étonnant de mettre en place tous les workflows avec toutes les équipes d'ingé techniques. Donc moi, en licence d'audiovisuel, imaginez, voilà, qui venait du terrain plutôt région, production, etc. Et je me suis retrouvée à monter une grille de programme avec toute l'équipe projet. Donc pour ceux qui connaissent, France Info aujourd'hui, c'est une télé qui fait radio, télé, web. Et évidemment, on a un site internet aussi qui est très porteur. Et donc voilà, ce projet a été un peu, je vais dire, le déclic où j'ai dit, alors, programme ou tech, tech ou programme, et là j'ai carrément basculé vers la tech. Donc suite à ça, ce très beau projet m'a conduit vers la gestion et le management de toute une équipe qui a géré et qui gère encore aujourd'hui ce qu'on appelle les reportages et les moyens, toute la partie caméra, ingest, acquisition, nodal. Bon, tous ces noms-là ne vous disent pas grand-chose, c'est tout ce qui nous permet, nous, de fabriquer au quotidien nos émissions, nos directs et nos antennes. Et puis, en fait, on est venu me chercher à la DTSI pour lancer un gros projet de réunir toutes les régies finales. Les régies finales, aujourd'hui, c'est un gros hub qui réunit l'ensemble de la diffusion de France Télé et qui, il y a encore 3 ans, était un peu éclaté, vous voyez, sur différents sites. Donc, il fallait qu'on rationalise tout ça. Il fallait qu'on construise une diffusion qui soit aujourd'hui ce qui se fait un peu sur le marché pour tous nos concurrents font la même chose. Et donc, j'ai mené ce projet, évidemment, seule femme à bord, dans un milieu extrêmement technique, mais en plus très masculin, parce que sinon, voilà, c'est ça qui faisait aussi un peu la cerise sur le gâteau. Voilà. Qui donne du peps. Beaucoup de peps, ouais. Mais avec, alors, je rejoins mes camarades de cet après-midi, beaucoup de peps, mais alors, je ne sais pas travailler seule. Première chose, donc j'essaye toujours d'aller chercher, c'est ça aussi le management au féminin, d'aller chercher les meilleures équipes, au masculin aussi j'imagine, hein, mais enfin en tout cas moi je vous partage mon quotidien, aller chercher les meilleures équipes, les meilleures compétences, hommes ou femmes. Mais il est vrai, je pense que ça Mariam va nous lancer sur le sujet, mais il est vrai qu'une diversité dans les équipes et d'avoir des équipes mixtes n'amène pas du tout les mêmes résultats aujourd'hui. En tout cas, moi, ça va faire 27 ans que je suis à France Télé. Donc, vous voyez, je suis un bébé France Télé, comme on dit chez nous. Et ben, je l'ai vu au cours de tous les projets, micro, macro, dès qu'on a des équipes mixtes avec des façons de penser, de réagir, vous ne sortez pas les mêmes projets. Voilà, en tout cas, c'est mon constat d'aujourd'hui. Eh ben, très bonne transition, Laetitia, merci beaucoup. Parlons justement du leadership féminin. Est-ce que ça existe, le leadership féminin, ou est-ce que c'est juste voilà, un mythe? Qu'est-ce que vous en pensez toutes? Cécile, on a beaucoup échangé pendant la préparation de cette table ronde sur justement le fait d'être une femme. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Et est-ce qu'il y a des freins particuliers quand on est une femme et qu'on dirige des équipes masculines, souvent? Alors, la manière dont je vais répondre, je vais donner 2 réponses. La première, c'est que je pense qu'en théorie, il n'y a pas de leadership au féminin, c'est-à-dire vraiment par essence, mais la manière dont on le vit, l'expérience qu'on a en tant que femme, bah, c'est quand même différent quand on est leader. Et je vais m'expliquer, c'est que en fait, je pense que la définition qu'on a du leadership, elle n'est pas bonne. Moi, j'ai donné la mienne. La définition que j'ai donnée, en fait, elle est quand même relativement neutre. Le problème, c'est que le leadership, c'est une construction sociale qui est aujourd'hui malheureusement très genrée. On va associer le leadership à des qualités masculines, dites masculines, qui sont en vrai plutôt toxiques de mon point de vue. Voilà, parler fort, couper la parole, foncer tête baissée. Moi, je trouve que c'est plutôt catastrophique, en fait, comme type de leadership. Mais voilà, il y a un petit peu cette idée que faut être fort, quoi, quand on est un leader. Et c'est très compliqué, quand on est une femme, de rentrer dans ce moule-là. Et moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans ma carrière, et je suis sûre que vous l'avez toutes entendu aussi, c'est « tu dois savoir influencer sans autorité ». Est-ce que vous l'avez entendu? Si vous ne l'avez pas entendu, croyez-moi, ça va venir. Et en fait, il y a un cadre dans lequel
cette phrase, elle est hypocrite, en fait, parce que c'est très facile quand on est un homme blanc et hétérosexuel de 40 ans d'aller convaincre des personnes qui sont exactement comme vous et qui pensent comme vous. Mais si vous êtes une femme ou si vous faites partie d'un groupe minorisé, en fait, ça va être très compliqué parce qu'on va attendre que vous vous conformiez aux stéréotypes de votre groupe, du groupe auquel vous appartenez. Les femmes, on va avoir une exigence d'empathie vis-à-vis d'elles en tant que leader. Et là où il faut qu'on arrive à trouver, je dirais, notre propre voie, et c'est possible, je pense qu'on en est la preuve, c'est que on est un peu coincé entre eux, on est soit trop dur, soit peut-être un peu trop soft, etc. Mais c'est possible en fait d'incarner un autre leadership quand on est une femme. Merci Cécile. Sarah, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je suis définitivement une manager femme, pour répondre à la question. Pour moi, c'est important de pouvoir être moi-même au quotidien dans mon métier. Et donc, je ne suis pas juste une manager, je suis une manager femme. Alors, est-ce que ça fait une différence? Eh bien, je pense que oui, et je pense que la différence, elle est utile et nécessaire. Donc, comme le disait Laetitia tout à l'heure, la diversité va amener à plus d'échanges, plus de diversité dans le propos. Si on n'a que les mêmes points forts et les mêmes points faibles, on finit sur les mêmes conclusions. Et donc, on ne finit pas sur la meilleure solution. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi, je pense que c'est important d'avoir de la diversité dans le management et dans la représentation qu'on s'en fait. Comment est-ce qu'on peut avoir des femmes qui se projettent sur des métiers à responsabilité si elles n'ont aucun exemple autour d'elles? Et donc, je pense que c'est important d'avoir de la diversité et donc des femmes dans les postes de management. Au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire aussi influer sur les décisions qui sont prises, influer sur le recrutement, influer sur la stratégie de l'entreprise. Et donc, toute cette diversité, elle va être importante à la fin pour faire avancer, pour avancer ensemble. Ça va permettre à d'autres de se sentir aussi plus inclus, qu'ils soient dans des postes de management ou pas, et de pouvoir les faire évoluer vers des postes à haute responsabilité ou de les faire grandir dans leur carrière. Ce que tu dis, c'est que les femmes ont un rôle à jouer. Les Évidemment. femmes managers ont un rôle aussi à jouer du point de vue de l'inclusion, ou ouvrir les portes pour d'autres. C'est ce que tu dis. Oui, évidemment, je pense que les femmes sont plus sensibles que d'autres sur les sujets d'inclusion, parce qu'elles font partie des catégories, on va dire, sous-représentées. Et donc, évidemment, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, mais de fait, on a moins le choix, on va dire. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon métier au quotidien et qui est important pour moi, évidemment. Pascal? Alors moi, je veux dire que j'ai une vraie chance. Donc, enfin, je me trouve toujours chanceuse. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai une vraie chance. Donc, je suis dans un groupe, donc c'est NP Assurance, qui est managée. Notre directrice, c'est Marie-Aude Thépeau. Donc, ça fait 2 ans qu'elle est à la tête du groupe. Et on voit vraiment un changement donc, dans la manière dont on recrute, dans la manière dont on a un leader groupe, dans la manière dont on s'exprime, dans la manière dont on se côtoie, dans la manière donc, où on monte des codires, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est une vraie chance parce que je pense... Alors, je ne sais pas si je suis une femme... un manager féminine, masculine, etc. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été avec beaucoup d'hommes. Donc aujourd'hui, c'est NP Assurance, au niveau tech, on est 30% de filles. Donc voilà, donc c'est pas mal, je dirais. Au COMEX, je disais, ça doit être moitié-moitié hommes et femmes. Et ce qui est important, et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, c'est qu'il faut qu'on soit acteur de la suite. Donc, acteur de la suite, c'est de se dire, on recrute en ce moment. Nous, systématiquement, on se dit, on va, alors, en province, parce que les locaux à Paris sont trop chers. Voilà. Donc, mais voilà, donc on accepte des gens qui viennent de province, on facilite ça, on facilite le travail, le télétravail, mais surtout, on prend aussi des jeunes femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire les écoles, on va regarder les jeunes femmes, on fait elles bougent, voilà. Elles bougent pour aller dans les lycées, etc., pour dire... Il faut aller dans la tech, parce que nous, on en a besoin, d'accord? Parce que demain, vous êtes les managers de demain. Voilà, il faut que vous soyez là. Et donc, aujourd'hui, systématiquement, je regarde Gabin qui m'aide à recruter, systématiquement, on essaye et on compare un CV féminin avec un CV masculin. C'est important. Et potentiellement, oui, ma sensibilité, parce que j'ai un vécu,
me dirait qu'à qualité égale, potentiellement, Compétence à égale. compétence égale, potentiellement, on regarde de plus près, d'accord? Mais je pense qu'il y a cette diversification des équipes qui est hyper importante et qu'il faut qu'on tienne ce cap-là. Je pense que c'est hyper important. Voilà. Ou en tout cas, de ne pas se laisser prendre par les biais. Voilà, exactement. Par les biais, Voilà. par les stéréotypes quand il s'agit d'une femme. Et exactement. ça, quand on est femme, exactement. On y pense. Peut-être oui, plus. mais peut-être que j'aurais un manager masculin à côté, il me dirait la même chose. Moi, c'est vrai qu'on a dans un groupe, nous, qui nous aide. Et je pense qu'on est tous dans la même lignée. Donc, voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur les questions d'inclusion, sur les questions d'égalité professionnelle et qui, justement, mettent en place des politiques pour lutter contre les biais, pour former les recruteurs, ça, c'est hyper important. former aussi les managers sur ces questions-là, très important, parce que les managers sont quand même, en général, ceux qui décident à la fin de qui ils recrutent pas dans leurs équipes. Voilà. Exact. Donc, quand on a une entreprise qui porte ces sujets au plus haut niveau, ça aide. Et on est vraiment tous alignés. C'est ça qui aide. Donc Pascal, pour vous, pas de leadership féminin? Non, on est comme on est. On est tous différents, qu'on soit homme, femme, on est tous différents. On est comme on est. Et on manage d'une certaine manière, mais à partir du moment où vous avez une organisation qui va dans un sens, en règle générale, vous allez tous dans le même sens. Et je pense que c'est ça que Marie-Aude fait très bien. Voilà. Merci. Laetitia? Est-ce que tu as le même point de vue ou... Alors, je rejoins tout ce qui vient d'être dit, mais avec ma vision, moi, de manager et de femme dans la tech aujourd'hui, je rejoins Pascal sur un point très important. Moi, j'ai la chance aussi, depuis maintenant 3e mandat, d'avoir une femme présidente à la tête de France Télévisions, qui d'ailleurs n'avait jamais été le cas jusqu'à son élection en 2015. Ça a insufflé au sein de notre entreprise, parce que c'est vrai que j'y crois beaucoup, ce que Pascal vient de dire, c'est il faut une vraie volonté politique de l'entreprise, des CODIR, de tout ce qui va ruisseler dans les projets pour que l'inclusion des femmes, les femmes à des postes de management, les femmes à des postes d'encadrement. Je vais vous donner 3 exemples et puis une anecdote pour vous faire sourire. La première, c'est que je prends pour mon entreprise, France Télévisions, on a développé par exemple au sein de l'entreprise ce qu'on appelle nous les cursus carrière au féminin. Avec les jeunes femmes de notre entreprise, on est quand même un peu plus de 8600 collaborateurs et collaboratrices. Et donc, on accompagne tous les ans avec des promotions. J'en ai fait partie d'ailleurs. Ça m'a beaucoup aidé. Et on mentore des jeunes filles, des jeunes femmes, pardon, qui sont au début d'une carrière, au milieu d'une carrière et que possiblement, on se dit, tiens, il y a peut-être une petite étincelle parce que on a dit on a énormément de biais, il y a cette culture, etc. J'ai bien aimé ce que tu disais au tout début avec oui, je parle fort, je coupe la parole, etc. Oui, ça existe encore dans les réunions, dans beaucoup de réunions, et celui qui crie le plus fort a un peu le final cut, comme on dit chez nous. Mais c'est en fait, si on veut sortir de ça, ce qui est super important, c'est qu'au sein de ces cursus, déjà, de ces formations qui sont pour moi essentielles, c'est de faire prendre conscience, hommes et femmes, que dans le recrutement de futurs leader, vous trouvez en fait un futur leader ou une future manager, il ne tombe pas du berceau comme ça. C'est des carrières, c'est des parcours. Et moi, je crois beaucoup aussi aux différents parcours. Ce que vous avez été dans votre vie étudiante, ce que vous avez été dans vos premiers jobs, ce que vous êtes dans votre vie sociale, familiale, dans vos compositions familiales. Demain, ça va vous constituer en fait votre futur leader ou votre futur manager. Et donc, le leadership, il ne vient pas d'un genre. Il vient vraiment d'un écosystème autour de vous. Par contre, la politique d'entreprise, les politiques avec un grand P en général, sont là pour accompagner, évidemment, puisque les chiffres, Mariam, que tu as donnés, et alors dans la tech encore plus, mettre des femmes à des postes de responsabilité dans la tech, dans les sciences ou dans les grandes organisations, on a encore du travail et du chemin. Donc l'éducation, évidemment, accompagner au sein des entreprises, quitte à mettre des formations et des plans d'accompagnement dédiés. Ça fait des miracles. J'ai vu, moi, des jeunes femmes, parce que ça va faire un peu plus de 10 ans que je mentore aussi dans le cursus. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais partager mon expérience ou mon avis, c'est, vous savez, on associe souvent les femmes avec le care. Enfin, le care, c'est-à-dire nous, on prend soin des autres.
Hein, vous voyez, la femme aujourd'hui, dans les politiques et en France particulièrement, je ne dis pas que, messieurs, vous ne prenez pas soin des autres. Je dis qu'encore aujourd'hui, on a cette éducation de prendre soin, d'écouter, d'être dans l'empathie. Et pour la petite anecdote que je voulais partager à l'ensemble de cette assemblée, on reste entre nous, hein, comme ça, voilà. Une de mes toutes premières... Accessoirement, c'est filmé. Mais... Voilà, une de mes toutes premières réunions de managers, hein, avec tout un codir masculin, voilà, où je contribuais. Et il y a en fait effectivement un sujet un peu plus qu'on appellerait RH chez nous, c'est-à-dire voilà, il faut aller discuter. Tu comprends, il y a un tel avec un tel, ils s'entendent pas, etc. Laetitia, ouais, toi, et écoutez bien cette phrase. Non, mais toi, tu sais faire. Donc, ouais, toi, tu sais faire. En fait, bon, voilà, tu es une femme. Non, mais je fais rigoler, mais est-ce que vous ne l'avez pas vécu, vous, dans vos quotidiens? Bah oui, mais nous, les filles, tu vois, nous, les femmes, on va avoir plus ce côté, on va écouter, on va parler, on va être plus les assistantes sociales dans nos organisations, etc. Et il n'empêche que, je ne vous dis pas, mesdames, qu'il ne faut pas avoir et de continuer de développer cette grande qualité d'écoute et d'empathie. C'est essentiel en management. C'est essentiel. Mais justement, faire prendre conscience à son écosystème que cette compétence-là, elle est essentielle dans le management. Et c'est pour ça que des organisations mixtes marchent mieux, parce que forcément, les compétences des uns agissent sur les autres, etc. Et on apprend les uns des autres. Voilà, donc c'était la petite... anecdote. Merci beaucoup. Sur le chemin qui reste à parcourir, je voulais revenir sur une phrase qui a été prononcée pendant la préparation et que j'aime beaucoup. Je pense que c'est Cécile, je pense que c'est toi, mais peut-être que je me trompe. Il faut donner aux femmes les moyens de leur autorité. Je pense que c'était toi, non? Alors, c'était moi. C'était justement par rapport à ce fameux influencer sans autorité. Et justement, je voulais rebondir sur ce que Laetitia disait, c'est qu'il y a vraiment rien de tel que l'action pour faire changer les choses. En fait, les débats, c'est bien de connaître la théorie pour savoir d'où on part, mais c'est vraiment de faire changer les choses derrière les lignes qui va fonctionner. En fait, le problème des débats théoriques, c'est que ça se limite forcément à un groupe minorisé qui va demander plus de droits, à un groupe dominant qui n'a aucun intérêt forcément à les donner. Mais par contre, si on change le système de valeurs et que notamment on a beaucoup plus de femmes en représentation, en fait, ça va permettre d'évoluer. Et typiquement, dans les actions qui peuvent être faites, j'ai donné un exemple. Moi, dans ma carrière, on m'a déjà demandé d'animer des groupes sans en avoir le management ou d'assumer des responsabilités de manière officieuse. Ça ne marche pas si on n'a pas les moyens de le faire, si on n'a pas le pouvoir de décision, si on n'a pas les lignes de management, etc. Ça a ses limites, en tout cas. Et je pense que dans les actions, donc d'assumer les responsabilités qu'on donne aux femmes ou même aux groupes minorisés en général ou même à tout le monde, de refléter ça aussi dans les réunions, dans les communications, de répartir la parole. Il y a plein de mécanismes pour ça, il y a même des hand signaling, enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. Voilà, c'est toutes ces actions-là, il y a plein de choses à faire qui sont à la portée de n'importe quelle entreprise, en fait. Et c'est des choses que vous arrivez, vous, à mettre en place Petite question bonus, elle n'est pas préparée celle-ci, mais est-ce que vous arrivez justement à mettre en place ces actions-là à votre niveau, vous, avec le vécu et avec ce que vous venez de nous dire aujourd'hui? Est-ce que c'est facile ou est-ce que même quand on a envie de le faire et qu'on est conscient des enjeux et de l'importance de faire bouger les lignes, est-ce que c'est si simple? Alors, je pense on revient un peu à cette question d'avoir un écosystème qui est sain. J'ai juste donné un petit exemple pour donner la parole aux autres, mais dans mes équipes, il y a quelque chose que je leur encourage de faire, c'est que quand ils voient une proposition de quelqu'un avec laquelle ils sont d'accord, quel que soit l'auteur ou l'autrice d'ailleurs, de ne pas juste se contenter de réagir avec un emoji pouce levé, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et l'accord passif, en fait, c'est terrible, parce qu'on peut avoir 50 personnes qui sont d'accord avec quelqu'un et qui ne le disent pas. Et du coup, les personnes, notamment les personnes que je manage, qui sont des managers seniors, qui ont de l'expérience, je leur demande d'écrire leur opinion pour qu'il n'y ait pas seulement les gens qui ne soient pas d'accord qui réagissent. Voilà, juste pour donner un exemple de ce qui peut être fait dans une entreprise. Ouais, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est vrai que on va dire la politique de l'entreprise joue beaucoup par rapport à ça. Juste à titre d'exemple, côté CNP Assurance, on a changé un petit peu la manière de penser. On a fait du button-up plutôt que de la redescente d'informations. Et on a on a demandé finalement, même opérationnel,
donc de remonter des idées, sortir du cadre, de faire des propositions, d'oser. Et ça, c'est très important d'oser, parce qu'à partir du moment où vous n'osez pas, vous ne pouvez pas être manager, vous ne pouvez pas être leader. Donc, il faut savoir oser, quitte à se planter. Combien de fois je me suis plantée, d'accord? Mais rebondir. Et ça, je pense que c'est important d'être dans une société qui le permet. Hein. Donc, je sais que tout le monde, toutes les sociétés ne le font pas. Mais quand vous avez ce contexte-là, c'est quand même vachement plus facile. Et finalement, on se donne le droit de faire. Voilà. Autoriser le droit à l'erreur. Merci beaucoup, mesdames, pour tous ces échanges, pour tous vos conseils. Donc, on retient qu'il y a plusieurs chemins pour travailler dans la tech. Hein. On peut faire du cinéma, on peut faire une école d'ingénieur, on peut faire des prépas, on peut faire voilà, plusieurs parcours à partir du moment où on a la curiosité, où on aime l'innovation, parce que ça, par contre, c'est revenu dans tous les échanges, dans toutes vos prises de parole. C'est un secteur dans lequel il faut être curieux. Voilà, il faut être curieux, il faut aimer le changement, il faut aimer accompagner le changement et aller toujours voir les nouveautés. Donc ça, c'est un point important. Et puis on retient aussi qu'il n'y a pas forcément de leadership féminin. Il y a un leadership tout court. Menés par des experts et des expertes de leur métier. En revanche, il y a des contextes, il y a des environnements qui sont soit favorables, soit défavorables à l'égalité professionnelle et à l'inclusion. Et ça, c'est vrai que ça se joue parfois au plus haut niveau. Mais en tout cas, en tant que femme, on est aussi, quand on est dans des postes à responsabilité, on peut changer les choses, on peut changer les règles du jeu, hein, comme je dis, amener plus de diversité, amener plus d'inclusion, challenger les recrutements, challenger les services RH sur ces aspects-là, parce qu'on est en position de le faire et surtout s'entourer, être toujours accompagné et se trouver des alliés en interne. Donc ça, c'est un conseil assez stratégique, je trouve, parce que ça accompagne finalement une carrière du début jusqu'à la fin. Voilà, donc j'espère qu'on vous a apporté des éléments pertinents sur cette thématique. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, bonne fin de conférence, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Merci. Merci. Merci.